Merci. Bah, écoutez, bonjour ou rebonjour à tous. Et puis, puisque c'est deux saisons, bonne année aussi à tout le monde, en espérant que cette année sera meilleure que la précédente. Alors, donc en fait, je vous remercie d'avoir répondu présent à cette réunion d'information sur la mission adaptation au changement climatique. Nous avions fait déjà une première réunion en novembre. Donc pour rappel, je suis Johanna Etner, je représente la France au comité de programme de la mission adaptation en tant que représentante du MESRI, avec Pascal Etner qui, elle, est au MTE. Nous avons également le plaisir d'avoir Annabelle Rondeau, que vous connaissez tous, qui est représentante au comité de programme pour le cluster 5, pour le climat et l'énergie, et qui également fait partie du MESRI, et qui prendra la parole un petit peu plus tard. Et à sa suite, Benjamin Viniger, qui est PCN Climat, et qui est également au MESRI, et que certains d'entre vous, j'imagine, connaissent. Alors, donc, on va donc vous présenter cette mission et également un certain nombre d'éléments complémentaires aux réunions d'information, aux informations que vous avez pu avoir précédemment. Ce que nous vous proposons, c'est un temps d'échange donc après les présentations de chacun, mais évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez intervenir par le chat ou en demandant la parole avec la petite main levée que tout le monde connaît maintenant. Nous vous remercions à ce moment-là d'allumer votre caméra, ce qui va permettre quand même un échange un petit peu plus convivial que ces petits ronds avec les initiales à l'écran. Donc, très rapidement, le plan de la présentation d'aujourd'hui. Donc, je vais commencer par un rappel sur ce que sont finalement ces missions. C'est un certain nombre, là encore, d'entre vous qui ont sans doute assisté aux réunions précédentes ont pu avoir ces informations-là. Donc, je vais être un peu plus rapide sur le contexte, les objectifs, le processus de mise en place de cette mission adaptation. Et puis, on va s'attarder un peu plus longuement sur l'implémentation de la mission à venir, notamment des questions financières, budgétaires, et puis les appels auxquels vous pourrez, et nous l'espérons, répondrez effectivement si pour la France. Alors, d'abord, donc les missions. Qu'est-ce qu'une mission? Alors, Annabelle, comment est-ce qu'on fait pour les diapos? Normalement, on est à la diapo objectif. Donc, moi, j'ai avancé. Ah, parce que moi, je ne vois rien du tout, en fait. Je ne sais pas du tout où on est. Alors, est-ce que les participants voient bien les diapositives objectifs? Oui. Oui. Ouais. Très bien. Tout à fait. Donc, Johanna. D'accord. Bon, moi, je ne sais pas comme nous sommes. Moi, je suis toujours à la première diapo. Donc, je vais... On est à la diapo 3. Objectif. Okay, d'émission. À la diapo 3. Donc, ce que je vais faire, 2 secondes, je vais quand même mettre mes diapositives sur mon écran. Oui. Voilà. Et je les passerai pour les participants. Très bien. Et voilà. Merci. Donc, les objectifs. Très généraux. L'idée, c'est de répondre à des défis sociétaux, de générer donc des solutions, des initiatives dans une logique, ça met ici de transversalité, de conception, et puis d'avoir des changements avec un fort impact sur la société. Donc, la mission, elle va répondre finalement à 2 objectifs clés d'Horizon Europe, à savoir donc rapprocher la recherche des citoyens et réduire les délais d'impact, c'est-à-dire finalement le temps nécessaire pour que de nouvelles connaissances puissent contribuer à l'innovation. Donc ainsi, on va donner un nouveau rôle finalement de la recherche et de l'innovation au programme Horizon Europe en adoptant une approche globale et en redéfinissant la relation avec les citoyens. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne que je mets sur silencieux. Donc ces missions, en fait, on en a 5 qui ont été définies. Donc on vous rappelle ici, une mission sur le cancer, sur la santé des sols et l'alimentation, ville neutre pour le climat et intelligente, sur la santé des océans et des mers, des eaux côtières intérieures, et puis la mission qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est-à-dire l'adaptation au changement climatique, y compris la transformation de la société. Cela s'est fait dans un certain contexte politique, avec une nouvelle stratégie adaptation au changement climatique
qui a été adopté, parce que je clique sur mes diapos en même temps. Donc là, on est sur la diapo 6. Ça. Merci. Donc la stratégie d'adaptation de l'Union européenne en 2021, dans le cadre du Pacte vert européen, a été élaborée parallèlement à cette mission, donc adaptation au changement climatique. Et cette stratégie, elle intègre la mission en tant que mécanisme de mise en œuvre essentiel. En effet, il y a un certain nombre d'actions de la stratégie qui nécessitent des connaissances améliorées ou nouvelles que la mission contribuera à apporter. Donc, pour rappel, la Commission européenne a adopté le 24 février 2021 une nouvelle stratégie relative à l'adaptation au changement climatique. Cette stratégie, elle comporte 4 grands objectifs, dont les 3 premiers et surtout le 3e qui est ici surligné, sont en lien direct avec la mission adaptation. Donc, si je prends notamment ce 3e point, une adaptation plus rapide, accélérer l'adaptation dans tous les domaines, ça signifie également, notamment dans le cadre de la mission, qu'il va falloir proposer notamment des solutions d'adaptation, c'est-à-dire pour réduire les effets du changement climatique, d'ordre technologique, par exemple, mais également d'ordre social ou économique. Donc, il y a eu un plan de mise en œuvre qui a été officiellement publié le 20 septembre 2021, pour chaque mission ayant son propre plan, son propre implementation plan. Donc, ce plan décrit plus précisément que ne le faisait le rapport de la Mission Board la façon de mettre en œuvre la mission, et a été rédigé par la Commission européenne en concertation avec les États membres. Donc ici, vous avez le sommet en fait, de ce plan d'implémentation. Vous pouvez retrouver donc le plan, ici vous avez le lien Internet qui vous est donné à droite sur la diapo. Donc l'idée, c'est que, après une introduction, ce document décrit les 3 grands objectifs de la mission, son budget, ainsi que des aspects pratiques. Donc, que nous dit ce plan de mise en œuvre rapidement. En introduction, tout d'abord, donc la mission doit réaliser les priorités données par la Commission européenne à moyen et à long terme. Donc, à long terme, avec des stratégies d'adaptation, je disais, avec des solutions de différents ordres, mais également, l'idée, c'est d'avoir une vision de la mission quant à la manière dont on peut mettre en place des solutions pour transformer les sociétés, transformer les régions pour aller vers plus de résilience climatique. Donc, ça signifie qu'on se situe à un niveau local, notamment un niveau de terrain. Alors, l'objectif global de la mission est de favoriser au moins 150 régions et communautés résilientes au changement climatique. Donc, pour atteindre cet objectif, la mission, d'ici 2030, doit réaliser 3 objectifs spécifiques. Le premier objectif consiste à aider toutes les régions et communautés européennes à mieux comprendre, à préparer, gérer les risques et les opportunités climatiques, en fournissant aux unités administratives locales et régionales un accès au profil des risques climatiques, des systèmes d'alerte précoces améliorés, des conseils pour l'élaboration de plans complets de gestion des risques. Donc ça, c'est l'objectif spécifique 1, qui est la préparation, la planification pour la résilience climatique. Un deuxième objectif consiste à travailler avec au moins 150 régions et communautés pour accélérer leur transformation vers un avenir résilient au climat, en les soutenant dans la co-création de voies d'innovation transformatrice vers la résilience climatique et dans le développement et le test de solutions pour une adaptation transformatrice sûre. Donc ça, c'est l'objectif spécifique numéro 2, intitulé « Accélérer les transformations vers la résilience climatique ». Et enfin, un troisième objectif spécifique qui est de démontrer les transformations systémiques vers la résilience
climatique. Donc, il s'agit de réaliser au moins 75 démonstrations à grande échelle de transformation systémique de la résilience climatique dans les régions et les communautés européennes, en soutenant ces régions et communautés dans toute l'Union européenne. Donc, l'objectif de la mission, c'est d'aider au moins 150 régions et communautés européennes à devenir résilientes au climat d'ici à 2030. Qu'est-ce qu'on entend par région et communauté? Quelle est la définition qui a été retenue? Donc, l'idée, c'est pour la région de retenir la nomenclature des unités territoriales statistiques NUTS 2, donc qui sont à peu près les anciennes régions françaises pour ce qui nous concerne. Le concept de communauté est un peu plus vague, c'est un regroupement de personnes avec des liens, ayant des liens sociaux, des valeurs ou des intérêts communs engagés dans une action commune. Donc, c'est-à-dire que les communautés ici peuvent être de tailles différentes, ne sont pas toujours géographiquement rassemblées. Donc, alors pour les régions, on fait référence à NUTS 2 pour les communautés, vous voyez que c'est beaucoup moins normatif, ce qui permet une flexibilité pour couvrir également les pays associés en dehors de l'Europe. Donc, avec la mission, nous sommes dans une approche à la fois locale, systémique et inclusive. Donc, tout d'abord locale, puisque ça concerne des régions et des communautés. Puis systémique, concrètement, la mission, elle vise à transformer, à favoriser la résilience en se concentrant sur plusieurs thèmes transversaux et domaines d'innovation, ce qu'on appelle les systèmes communautaires clés. Alors, pourquoi ces domaines? Ils ont été identifiés comme les secteurs les plus gravement touchés par le changement climatique. Donc, on dénote les domaines suivants, le domaine d'écosystèmes et des solutions fondées sur la nature. Donc là, il s'agit notamment de restaurer la nature et les services écosystémiques et d'encourager les solutions fondées sur la nature comme moyen de parvenir à la résilience climatique, également dans d'autres systèmes dits communautaires clés. L'utilisation des terres et des systèmes alimentaires également, donc l'idée étant de faire revivre les paysages avec des pratiques diversifiées et résistantes au climat, soutenir la transition vers un système alimentaire durable, par exemple. La question de la gestion de l'eau, il s'agit par exemple d'assurer la disponibilité de l'eau douce dans un contexte de pénurie d'eau, mais également, par exemple, de réduire les risques de sécheresse et d'inondation liés à l'eau. La protection des infrastructures essentielles, donc là, par exemple, encourager le développement d'infrastructures grises et vertes et de solutions hybrides basées sur la nature. Et enfin, la protection de la santé et du bien-être humain. Donc là encore, par exemple, soutenir les systèmes et solutions d'alerte précoce, de surveillance, aider les personnes vulnérables les plus exposées, comme les enfants, les personnes âgées, les personnes défavorisées. Et enfin, troisième point, donc une approche inclusive, puisque la mission encourage et facilite une approche qui rassemble tous les acteurs concernés, tels que les administrations publiques, le secteur privé, la société civile, et en particulier les citoyens. Il y a donc une nécessité, dans ce cadre-là, pour la Commission européenne de prioriser la science du comportement, l'implication des citoyens pour relier les connaissances aux actions sur le terrain, et une nécessité de s'assurer que les plus vulnérables sont bien inclus dans la mission. Donc, je vais maintenant donner la parole à Annabelle Rondeau pour les objectifs plus précis de la mission. Merci Johanna pour ces propos introductifs. Donc, je vais vous décrire les grands objectifs, chacun étant composé d'une ou plusieurs étapes, puis une partie des appels 2021 qui se sont ouverts hier. Alors, on dit 2021, petite précision sémantique, simplement parce qu'en fait, leur budget est pris sur l'année 2021. Alors, les trois grands objectifs de la mission comprennent chacun un certain nombre d'étapes qui décrivent en quelque sorte ce que l'on attend précisément de la mission, ainsi que les moyens qui vont être mis en œuvre pour aider les régions à atteindre l'objectif défini. Donc, pour l'objectif 1, pour lequel il s'agit d'aider un maximum de régions et de communautés à préparer et planifier la résilience climatique, l'idée de l'étape qui est la seule et unique d'ailleurs de cet objectif, c'est vraiment de donner la possibilité à tout acteur qui le souhaite, donc décideurs politiques mais aussi citoyens, c'est cette idée d'inclusion, des services
qui vont leur permettre de combiner, d'analyser, de visualiser en fait des données pour générer des profils de risque climatique complets et d'en apprendre davantage sur les systèmes d'adaptation et de gestion des risques climatiques au niveau local. Donc, c'est avec cet objectif 1, en fait, vous verrez qu'il y a 2 appels en lien qui se sont ouverts hier. On reviendra sur ces 2 appels, dont un notamment qui vise à développer et soutenir l'utilisation d'un cadre européen d'évaluation des risques climatiques. Sur l'objectif 2 qui vise à accélérer les transformations vers la résilience climatique et pour lequel, d'ici à 2030, la Commission souhaite qu'il y ait au moins 150 régions et communautés qui aient accéléré justement cette transformation. Il y a 3 étapes. La première, c'est de mobiliser le soutien donc financier, évidemment. Il va falloir, en fait, par rapport à cette mission, il faut avoir en tête qu'Horizon Europe est une toute petite partie du budget par rapport à cette mission et que les régions et les communautés qui veulent s'investir dans cette mission devront en tout cas élaborer des plans de financement montrant que pour parvenir à cette résilience, certes, ils peuvent répondre à des projets, à des appels à projets de la mission, mais il va falloir aller chercher des financements au-delà. Le seul budget qui contribue, enfin d'Horizon Europe qui contribue à cette mission, et d'une manière générale pour toutes les missions, n'est pas suffisant. L'étape 2, donc, c'est le soutien financier, mais aussi l'engagement des parties prenantes et des citoyens. Comment mieux engager les citoyens dans cette mission? Alors, ça peut être par des assemblées citoyennes, des observatoires citoyens. L'Implementation Plan auquel a fait référence Johanna cite un certain nombre d'exemples. À l'étape 3, qui est la deuxième étape de cet objectif 2, il faut aider les régions à formuler une vision et les voies vers la transformation pour qu'elles parviennent à la résilience climatique et ce, en étant, j'allais dire, en phase aussi avec toutes les stratégies nationales, mais aussi les stratégies au niveau local que sont par exemple les stratégies de spécialisation intelligente. Il faut qu'il y ait évidemment une espèce d'harmonisation par rapport aux politiques qui ont déjà été déployées. Il y a un appel qui s'ouvre, qui a été ouvert depuis hier, pardon, sur ce sujet spécifiquement et nous y reviendrons. L'étape 4, elle, vise à orchestrer les innovations et tester les solutions transformatrices. Hein. Tout ça est tout à fait, enfin j'allais dire en tout cas, est assez logique. Hein. Dans l'objectif 1, on analyse, on regarde les risques auxquels et les vulnérabilités auxquelles on devra faire face dans les années à venir. Ensuite, on essaye de voir comment est-ce qu'on peut mobiliser et financer, ou en tout cas avoir une idée d'un schéma financier par rapport à ces problèmes. On flèche des solutions par rapport aux risques que l'on aura identifiés. Et ça, c'est vraiment l'étape 4. Et ensuite, on essaye de mettre en œuvre, et c'est là vraiment où il y a un peu un gap d'une manière générale, c'est-à-dire qu'on a quand même déjà des solutions qui existent. Elles ont été d'ailleurs financées par Horizon Europe ou par d'autres programmes que sont LIFE, mais elles ne sont pas passées encore au stade de test. Et c'est cet troisième objectif qui va réaliser en quelque sorte ce pas, où il s'agit pour cette troisième objectif, d'ici à 2030, de tester 75 démonstrations de transformation systémique au niveau régional et interrégional. Donc là, vous vous en doutez, on est à une échelle TRL assez élevée, donc il va falloir là aussi comme l'indique l'implementation plan, trouver ou flécher d'autres sources de financement qui peuvent être le FEDER, le FEADER, LIFE, etc., sous le secteur privé aussi. L'étape 5 vise plus précisément à stimuler, donc à plus grande échelle, le déploiement de solutions testées. Et par rapport à cette étape, en fait, il est important d'avoir en tête que la Commission encourage la coopération entre des régions les plus avancées en termes de résilience climatique ou qui auront déjà bien réfléchi à ce sujet, avec celles qui sont moins avancées et aussi plus vulnérables au changement climatique. Et l'étape 6, j'allais dire que c'est un peu la même que l'étape 5, simplement il y a cette idée de déployer des solutions transfrontalières à la résilience climatique. Alors qu'est-ce que c'est et pourquoi? En fait, disons que si une solution A est développée ou déployée dans une région A par rapport à une problématique précise, il ne faut pas que cette solution ait des effets délétères sur la région à côté, par exemple. Donc il va falloir peut-être travailler
de manière concertée entre plusieurs régions qui ont une problématique similaire. C'est vrai, par exemple, sur les régions qui ont des problématiques sur des inondations, sur, je sais pas moi, le Rhin, le Rhône. Vous voyez que elles ont tout intérêt à travailler ensemble pour déployer des solutions qui leur soient bénéfiques à toutes. Ce qui est intéressant de retenir par rapport à ces 3 étapes, et je reviendrai donc sur l'appel qui est plutôt en lien sur l'étape 6 dans un moment, et Benjamin vous décrira l'autre appel qui est transversal et qui est sur l'engagement des citoyens, justement. Ce qui est intéressant et ce qu'il faut avoir en tête par rapport à ces 3 objectifs, c'est que vous n'êtes pas obligé de commencer par l'étape 1 de l'objectif 1. Pour cette mission, tout dépend de votre degré de préparation. Si vous avez déjà réfléchi aux risques, à vos vulnérabilités, que vous avez un plan d'action qui est déjà bien ficelé, que vous avez même identifié des solutions à tester sur le terrain et que voilà, vous êtes prêt à les tester, il faut répondre aux objectifs, il faut répondre aux appels plutôt de l'objectif 3. Si au contraire, vous n'êtes pas du tout prêt et que il vous faut encore réfléchir ou voir quelles sont vos vulnérabilités, eh bien là, il va falloir plutôt vous orienter sur les appels de l'objectif 1. Il n'y aura pas à suivre j'allais dire, faire étape par étape. Tout dépend de votre niveau de préparation. Donc ça, c'est important à souligner. Cette mission, elle a 2 plateformes en fait qui vont être assez utiles. Il y a Climate Adapt, qui est une plateforme qui existe déjà, mais qui, elle, va permettre justement d'aider les communautés et régions à mieux se situer par rapport à leurs vulnérabilités et leurs risques. Donc, c'est une plateforme, encore une fois, qui existe, mais qui va faire l'objet d'amendements pour être améliorée et vraiment correspondre aux objectifs de la mission. Et puis, il y a une autre plateforme qui s'appelle Mission Implementation Platform, MIP, qui est celle-ci que vous voyez à l'écran, qui, elle, est vraiment plus pour assurer un soutien d'une part pour la commission par rapport à cette activité mission, mais aussi pour les régions. C'est cette plateforme qui est aussi censée, j'allais dire, voir ce qui a déjà été financé en termes de solutions d'innovation par rapport aux risques climatiques et puis les proposer aussi aux régions. Et c'est enfin cette plateforme qui va assurer le suivi, l'évaluation de l'avancée de cette mission et d'une manière générale, assurer la communication par rapport à la mission. Le budget de la mission, donc on l'a plus ou moins évoqué, c'est très important d'avoir en tête que cette mission dépasse le seul cadre d'Horizon Europe en fait. Le budget Horizon Europe dédié à cette mission, comme pour les 5 missions en totalité, c'est 1 milliard d'euros par mission. Mais le budget global de cette mission est estimé à peu près à 10 milliards d'euros. Donc vous voyez que Horizon Europe va représenter une toute partie du tout. Il faut, j'allais dire un peu par rapport à cette mission, sortir de l'idée des appels à projets classiques où effectivement vous postulez, vous avez 100% des coûts qui sont éligibles, qui sont remboursés, etc. Là, c'est une autre façon de faire, c'est vraiment d'aider les régions et communautés à prendre j'allais dire, conscience des risques auxquels ils peuvent être soumis dans les années à venir et de donner cet impact ou de les, comment dire, de les encourager à vraiment trouver des solutions, dès maintenant, en partie grâce au soutien d'Horizon Europe, mais en partie seulement, le budget d'Horizon Europe n'étant qu'une espèce d'investissement d'amorçage, comme le dit la Commission dans son implementation plan. Donc c'est très important d'avoir ça en tête. Cette mission, elle a déjà donné lieu à un certain nombre d'appels à projets. Ce qui est important d'avoir en tête là aussi, quand on s'intéresse à cette mission, c'est qu'il faut non seulement regarder les appels qui vont être publiés dans le programme de travail mission, où là, on est vraiment sur la mise en œuvre de la mission et sur son déploiement. Et puis aussi les appels en lien avec le cluster 5, où il peut y avoir des appels, parfois des acteurs de la recherche me demandent, mais où est-ce qu'on, nous, acteurs de la recherche, puisque effectivement on cible en priorité les régions et communautés, où est-ce qu'on peut se situer? Est-ce qu'il y a des appels vraiment sur lesquels on peut se positionner? Alors, ils peuvent se positionner sur les appels qui paraissent dans le programme de travail mission, et j'y reviendrai, mais il y a aussi le cluster 5, où là, il peut y avoir peut-être des appels plus
de recherche un peu plus alors fondamentale sur lequel on va encore chercher à tester ou enfin comment dire des solutions ou à élaborer des solutions qui vont être utiles in fine aux régions. Mais il faut aussi avoir en tête que la Commission attend quand même par rapport à cette mission des résultats rapides et que la priorité, ça va être de voir ce qui a déjà, encore une fois, hein, été financé et le mettre en œuvre le plus rapidement possible parce qu'il y a déjà des choses qui ont été financées. Donc, encore ouvert actuellement 3 appels. Donc, le premier qui est en lien avec l'initiative BAOS, que je ne détaille pas là, mais qui se trouve dans le programme de travail mission. Et puis 2 autres appels dans lesquels vous pouvez effectivement voir que ces appels sont là pour aider la mise en œuvre de la mission. Et ce sont 2 actions RIA, donc plutôt TRL bas. Alors maintenant, j'arrive aux appels qui ont été publiés hier. Donc sachez que c'est une première salve d'appels, mais qu'il y en aura d'autres normalement courant juin qui vont être publiés. Donc gardez cela en tête, hein. La commission les publie évidemment au fur et à mesure. Donc 5 appels. Vous voyez une seule action d'innovation qui est l'appel 0204 qui concerne le déploiement de démonstrateurs avec une valeur transfrontalière. Donc celui-ci a un budget assez important, 50 millions d'euros, 2 projets seulement financés. Alors ne vous ne vous affolez pas par rapport au peu de nombre de projets financés, notamment pour ceux qui sont en cascading funds en fait. Ça veut dire que cette notion de cascading fund veut simplement signifier que la commission va dans un premier temps sélectionner un seul consortium. Comme vous le voyez, il n'y aura qu'un seul projet qui sera sélectionné pour le premier et le deuxième appel, mais charge à ce consortium de sélectionner ou de faire bénéficier aux régions et communautés qui s'intéressent à la mission, par exemple pour le premier appel, du cadre commun d'évaluation des risques. Donc derrière, il y aura peut-être une cinquantaine de missions, une cinquantaine de régions et communautés qui pourront finalement bénéficier de ce cadre commun d'évaluation des risques. Donc pas de panique par rapport au peu de nombre de projets financés, en tout cas pour les appels 1 et 2. Donc, ces appels se clôturent très bientôt, finalement, le 12 avril 2022. Et puis, tout en bas, vous avez les Other Actions. Donc, c'est pas très gros, mais en fait, c'est des actions que vous trouvez dans le programme de travail, dans la partie, justement, qui s'appelle pareil, Other Actions, et qui est réservée à la commission, charge à elle de mettre en place les 2 plateformes dont je vous ai parlé, Climate Adapt et la plateforme MIP, Mission Implementation Platform. Donc, si on rentre dans le détail du premier appel, donc ce premier appel vise l'objectif 1, qui est d'aider toutes les régions et communautés à mieux prendre conscience des vulnérabilités et des risques. Il s'agit là de développer un cadre commun d'évaluation des risques qui pourra être bénéfique à toutes les régions, ou en tout cas qu'elles pourront utiliser. Donc, je décris pas, je rentre pas dans les détails. Vous savez que pour chaque appel, il y a une partie objectif et scope. Ici, on a décidé de se focaliser sur la partie scope qui détaille plutôt les activités que doivent produire les consortia par rapport à l'appel. Donc, c'est un topic, un appel à 20 millions d'euros. Un seul projet sera financé, mais encore une fois, on est dans le cadre d'un cascading funds, donc j'y reviendrai. 2 notions importantes par rapport à cet appel et qui sont détaillées dans le programme de travail, c'est la notion de vulnérabilité et la notion de risque. Donc la vulnérabilité, la commission finalement donne une définition qui est en lien avec celle que le GIEC a produit dans ses rapports, où elle dit que cette vulnérabilité est la propension ou la prédisposition à subir des effets néfastes et que la vulnérabilité englobe une variété de concepts et d'éléments, notamment la sensibilité ou la susceptibilité aux dommages et le manque de capacité à faire face et à s'adapter. C'est important d'aller voir ces définitions, de même que pour celle du risque, où elle renvoie en fait à un rapport du GRC, donc du Joint Research Center, donc du centre commun de la commission, parce que ça vous permet de mieux saisir ces notions qui peuvent être abstraites si on s'y est pas intéressé jusqu'alors. Alors, l'objectif de l'appel, donc j'ai plus ou moins dit, hein, c'est de développer et tester un cadre d'évaluation multirisque, opérationnel, cohérent,
le plus avancé possible et à toutes les échelles et niveaux de gouvernance qui va pouvoir être utilisé par les régions, les communautés, afin que celles-ci en fait soient mieux armées pour développer leur plan de résilience climatique ou améliorer leur plan existant. Pardon. Donc, sur quoi doivent porter les activités du consortium? En fait, il y a deux étapes, vous le voyez, la première et la deuxième. C'est pas au choix, il faut répondre aux deux. Donc, naturellement, en premier, il faut concevoir et développer et tester ce cadre d'évaluation des risques et de vulnérabilité. Alors, la Commission nous indique dans le texte qu'il en existe déjà un certain nombre, mais qui présentent des lacunes. Donc, on sait par exemple qu'il existe des lacunes dans les connaissances en ce qui concerne les projections à moyen et long terme de la fréquence et de la gravité des événements extrêmes au niveau régional ou local. Donc, ce cadre va devoir, j'allais dire, un peu améliorer ces points-là. Il va aussi falloir que ce cadre s'appuie sur des données et services comme celles qui sont produites, par exemple, par Copernicus. Et puis, il faut que ce cadre soit conçu pour être accessible aux utilisateurs non experts et aux parties prenantes donc concernées avec un certain nombre de caractéristiques conviviales. Et enfin, dernier point par rapport à ce cadre harmonisé, il va aussi falloir que ce cadre puise dans la richesse des stratégies et méthodologies nationales et régionales déjà existantes. On ne part pas d'une page blanche, le consortium est censé s'appuyer sur ce qui a déjà été fait et de travailler donc avec un certain nombre d'acteurs qui ont déjà déployé ce genre d'outils. L'étape 2, il faut utiliser ce cadre d'évaluation des risques climatiques dans les régions et communautés afin de réaliser les évaluations des risques et des vulnérabilités. Et là, la proposition va fournir un soutien financier, donc sous forme de subvention, à au moins 50 régions et communautés. Et c'est environ 300 000 euros par partie tierce qui pourront être perçus. Donc un soutien financier pour ces régions et communautés pour réaliser des profils d'évaluation multirisques ou encore une fois la mise à niveau ou l'affinement de leurs profils existants. Et le texte nous dit que cette action, donc cette deuxième étape, doit commencer au plus tard 12 mois après le lancement du projet. Ça veut dire que le consortium qui sera sélectionné aura 12 mois pour dessiner son cadre et puis ensuite en faire bénéficier un certain nombre de régions et communautés, en l'occurrence une cinquantaine. Les propositions qui vont être proposées, excusez pour la répétition dans cet appel, doivent inclure les critères permettant d'identifier les régions et les communautés qui pourront accéder à ce service. Voilà, j'en ai terminé pour ce premier appel. J'ai vu qu'il y avait une main levée. Prenons la question maintenant. Oui, bonjour, Benoît Léniel. J'ai une double casquette. Je suis à la fois Mestri, mais je suis aussi À Rouen. coprésident du GIEC normand. Voilà. Ah, oui. Donc, c'est pour bien comprendre l'étape 1, Mm. parce qu'on a une réunion aussi avec la région et sur ce point-là, Mm. c'est-à-dire qu'on doit proposer à la commission un consortium, ou on doit proposer un consortium ou dire on aimerait être dans un consortium. Vous voyez, c'est... Non, en fait, là, la commission, elle attend un consortium qui dessine ce cadre commun d'évaluation des risques. Donc, on attend plutôt des personnes qui manipulent ou qui sont capables de faire des outils de simulation, etc., pour permettre d'accéder à des profils de risque. Ce qui ne veut pas dire qu'une région ne peut pas, j'allais dire, intégrer le consortium. D'ailleurs, ça a été une question qui a été posée en comité de programme mission. Une région, une communauté peut tout à fait faire partie de ce consortium et puis ensuite elle-même bénéficier de l'outil dans un second temps. Mais les régions et communautés qui voudront bénéficier de ce cadre commun d'évaluation des risques répondront finalement s'inscriront dans un deuxième temps, si vous voulez. Là, la première étape, c'est vraiment, on choisit un consortium qui a pour mission de dessiner un cadre commun d'évaluation des risques qui va être bénéfique à une cinquantaine de régions, mais ce, d'ici 12 mois, une fois que le consortium aura été sélectionné, etc., qu'il aura dit comment on pourra accéder à ce cadre commun d'évaluation des risques, défini un certain nombre de critères pour que les régions aient accès à ce cadre commun d'évaluation des risques. Donc, c'est en deux temps, en fait, si vous voulez.
J'avais compris que c'était en dedans parce que vous parlez d'outils de risque, parce que nous, on a développé effectivement une plateforme numérique Oui. du risque et de la vulnérabilité. Mais Mais après, si par exemple, elle peut effectivement, cette plateforme peut se déployer plus largement, être que les autres régions européennes peuvent en bénéficier, ou que vous souhaitez que les autres régions européennes en bénéficient, pourquoi pas vous inscrire effectivement dans ce consortium mais, et proposer votre expertise. mais ce que je comprends pas encore tout à fait, c'est on peut s'inscrire dans le consortium, mais par exemple, c'est pas, à l'heure actuelle, c'est pas nous qui vont proposer un consortium, donc il vaut mieux attendre la deuxième étape pour. Si, Ouais. Si votre objectif, c'est vous, par rapport à votre région, et trouver des solutions justement pérennes pour faire face à des risques que vous auriez déjà identifiés, etc., il vaut mieux attendre effectivement qu'il y ait un consortium qui se mette en place et que vous bénéficiez ensuite de ce cadre d'évaluation des risques qu'ils auront dessiné. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Oui, je prends les questions aussi que je vois arriver dans le chat peut-être pour cet appel. Alors, qui coordonne? Je crois que je n'ai pas oublié. Qui coordonne la mise en réseau, le montage du consortium des régions et communautés? En fait, le PCN et moi-même pouvons avoir vent de consortia qui se montent, donc n'hésitez pas à nous contacter pour ça, mais il n'y a pas de coordination, hein. Ça reste un appel compétitif au réseau Europe, comme d'habitude. Donc, la meilleure proposition sera retenue. Encore une fois, si moi ou mes collègues du PCN avons connaissance de consortia qui se montent, on vous en fera part. Mais voilà, on reste sur les règles classiques d'Horizon Europe par rapport à ces appels. Comment avoir connaissance des consortia candidats? Je vous l'ai un peu dit. N'oubliez pas aussi d'aller regarder, alors d'une part, deux choses, de participer aux événements que la Commission européenne organise, et en l'occurrence sur ce sujet la semaine prochaine, il y a un événement, donc j'y reviendrai en fin de présentation, ou Benjamin, et puis aussi regarder toujours le site de la Commission sur lequel les topics sont publiés, puisqu'il y a une partie Search Partner où vous pouvez voir qui s'intéresse à l'appel. Et encore une fois, le PCN peut vous aider là-dessus aussi, puisqu'il peut avoir vent de consortia qui se montent. Alors, pour les municipalités intéressées par la subvention, est-il déjà possible de manifester son intérêt, connaître les critères de sélection, s'associer par exemple entre plusieurs communautés ou non, de différents pays ou non? S'associer à différents pays et communautés, oui, parce que de toute façon, encore une fois, on est dans les règles classiques d'Horizon Europe. Donc, pour répondre à cet appel, il va falloir qu'il y ait au moins 3 entités différentes de 3 États membres ou États associés. Les critères de sélection, c'est au consortium qui sera sélectionné de les définir. Donc, si vous voulez avoir la main là-dessus, vous pouvez répondre en priorité à cet appel. La plateforme doit-elle être en open source? Oui, certainement. En tout cas, tout ce qui est open data est très favorisé par la Commission, et dans la mesure où ça doit être quand même accessible au maximum de régions, je dirais que la réponse est plutôt oui. Le cascading grant ne s'applique que pour l'étape 2. Est-ce que dans l'étape 1, des participants qui ne sont pas dans le cause pourront contribuer à recevoir du financement? Nicolas, je ne comprends pas bien ta question. Est-ce que tu peux prendre la parole juste pour m'éclairer? Oui. Pour savoir, en fait, pour l'étape 1, ceux qui vont contribuer au Oui. développement, est-ce que c'est uniquement les participants du consortium qui sera financé, ou est-ce que du coup, les participants hors du consortium pourront contribuer Si quelqu'un comprend, je ne vois pas. Benjamin. Oui, moi je pense que j'ai compris. Donc le consortium qui va se former va mettre en place le cadre d'assessment des risques et des vulnérabilités. Et le cascading funding, il va arriver pour la deuxième étape. Donc une fois que ce cadre sera mis en place, le consortium va utiliser ce cadre pour sélectionner les 50 régions et financer les 50 régions pour qu'elles puissent mettre en pratique le cadre qui aura été décidé avant, en fait. Donc les 50 régions qui vont être sélectionnées ne vont pas normalement, enfin a priori, pas pouvoir participer dans l'élaboration du cadre a priori. Elles vont bénéficier de ce cadre une fois qu'il sera créé.
D'accord, Je sais pas si j'ai été clair. donc ça veut dire, si on n'est pas dans le consortium qui est retenu, en fait, on peut pas contribuer sur les outils, sur les risques et la vulnérabilité. On peut pas, il faut vraiment être dans le consortium retenu, quoi. Ouais, On n'est c'est pas- le rôle du consortium que de créer ce cadre. Ouais. Ok, merci. Alors, pour la question suivante, c'est en lien avec un appel qui arrive après. Donc, je propose qu'on avance. Et donc, je passe la parole à Benjamin, s'il n'y a pas d'autres questions sur cet appel, qui est en fait l'appel numéro 3 et non l'appel numéro 2, puisque c'est l'appel qui correspond aussi au premier objectif. On a suivi les objectifs dans l'ordre. Voilà, donc tu me coupes l'herbe sous le pied. Non, mais c'est effectivement donc le troisième appel qui porte également sur l'objectif numéro 1, donc préparer et planifier la résilience climatique. Donc c'est un appel doté de 5 millions d'euros qui va financer 2 actions en recherche-innovation. C'est un appel qui porte sur la modélisation des risques et de l'adaptation au changement climatique en ce qui concerne cette fois-ci les actifs stratégiques, assets en anglais. Donc en fait, par actif stratégique, on entend l'ensemble des biens et des ressources ayant de la valeur pour un organisme ou une organisation et qui est nécessaire à son bon fonctionnement. En l'occurrence, donc ici, le sujet porte sur les infrastructures et notamment les infrastructures critiques face aux risques climatiques. Donc, qu'est-ce qu'on entend par infrastructure critique? Il n'y a pas de définition dans le texte de l'appel, mais il existe une directive du Conseil de l'Union européenne sur le sujet, c'est la directive du 8 décembre 2008. Et cette directive porte en fait sur l'identification et le classement des infrastructures critiques européennes et l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection. Alors en fait, ce que la directive dit en substance, c'est qu'une infrastructure en fait est un bien, un système ou une partie de celui-ci qui est essentiel au maintien des fonctions sociétales vitales et dont l'interruption aurait un impact significatif dans un État membre du fait de l'incapacité de cet État membre à maintenir les fonctions vitales. Dans le texte de l'appel, par contre, on retrouve quelques exemples d'infrastructures critiques qui peuvent renvoyer donc au système de transport, routes, chemins de fer, aéroports, ports, voies navigables, etc., à la production d'énergie, que ce soit les centrales d'énergie non renouvelables ou renouvelables, à la transmission, telles que les infrastructures de distribution et le transport d'électricité, les gazoducs, etc. Également, il cite les industries lourdes, que ce soit la métallurgie, la chimie, les raffineries, les installations de traitement de l'eau et des déchets, et enfin tout ce qui renvoie aux infrastructures sociales, donc l'éducation et la santé. Donc une fois ces quelques définitions un peu rappelées, on voit bien qu'en fait cet appel est totalement en lien avec l'appel précédent, sauf que cette fois-ci en fait on se concentre donc sur les infrastructures critiques qui sont en fait une des lacunes qui ont été déjà repérées et dont on sait sur lesquelles il va falloir se concentrer en fait, et c'est pour ça qu'il y a un appel spécifique. Donc cet appel en fait va nourrir finalement l'appel précédent. Donc ici on attend donc une meilleure prise en compte des infrastructures critiques dans les modèles afin de permettre une meilleure évaluation des options d'adaptation, et cela doit bien évidemment aller au-delà de l'existant et de l'état de l'art. Cette meilleure prise en compte des infrastructures critiques doit notamment permettre au pouvoir public en fait d'être en mesure de comparer les différentes approches d'adaptation sur la base d'un modèle de système d'information sur les infrastructures critiques. Enfin, on attend également une analyse des lacunes dans les données européennes concernant l'évaluation des conséquences économiques directes et indirectes des dommages causés aux infrastructures critiques. Donc pour cela, le consortium va devoir mettre un certain nombre d'activités en place. Donc bien évidemment, notamment des activités de modélisation qui nécessiteront de combiner les modèles de risques météorologiques et hydrologiques avec des informations sur les actifs, notamment leurs emplacements, mais idéalement aussi leur coût de construction et leur qualité. Les actifs peuvent être des infrastructures publiques ou privées, y compris donc les infrastructures critiques, ainsi que des zones naturelles, terrestres ou des zones d'habitation.
Le consortium devra également prendre en compte l'effet des risques multiples et développer des modèles d'évaluation améliorés, y compris un meilleur couplage des modèles. Donc, par exemple, en couplant les aspects risques, exposition, vulnérabilité, avec des évaluations d'impact et des potentielles mesures d'adaptation. Pour ces différentes activités, le consortium devra considérer plusieurs infrastructures critiques et ce, dans plusieurs régions, et devra démontrer donc que la proposition va au-delà de l'état de l'art, notamment en identifiant les lacunes dans les données actuelles et discuter des approches pour surmonter ces lacunes dans l'avenir. Ces lacunes doivent notamment couvrir donc la résolution et l'exhaustivité des données pour les évaluations de l'exposition, les données sur les coûts de construction, la qualité et les caractéristiques de la construction, notamment la protection contre les événements climatiques extrêmes, ainsi que les redondances prévues. Et enfin, ces lacunes doivent couvrir les données sur l'utilisation des infrastructures, par exemple combien de trains, de voitures, de ménages sont desservis. Donc, en conclusion, il s'agit là d'un appel un peu plus technique que le précédent, qui est à destination notamment des experts en modélisation, mais dont les résultats doivent in fine en fait servir bien évidemment les régions et les communautés. Et voilà, donc j'ai pas regardé s'il y avait des questions. Il y a deux questions peut-être. Donc avec un budget d'environ 2,5 millions par projet, est-ce que la CE s'attend à une implication des case studies directement en tant que membre des consortiums financés? Donc des case studies dans c'est-à-dire que donc c'est plus à destination des experts. Après, encore une fois, je pense que les régions qui seront étudiées peuvent participer directement dans le consortium ou peuvent donc le consortium pourrait se mettre en lien avec les régions lors de l'élaboration du consortium sans forcément avoir les régions directement dans le consortium. Je pense que ça sera au choix. Je ne sais pas si Annabelle. Oui, je pense comme tu as toi. Oui. Peut-on inclure les initiatives Bauhaus qui concernent le patrimoine? Dans cet appel, vous voulez dire? Si vous voulez bien juste prendre la parole pour préciser votre remarque ou question. Oui. Dans l'appel. Là, c'est pas spécifié. Hein. Si la commission, je pense, avait attendu qu'on ait des initiatives Bauhaus dans le texte, elle l'aurait spécifié. Rien, c'est pas, je pense, interdit, mais c'est à mon avis pas la priorité. Ok. Bon, je te redonne la parole du coup, oui. Annabelle. Alors, donc du coup, on revient ou on passe à l'appel numéro 2 qui est en lien avec l'objectif numéro 2, où là, il s'agit de soutenir les régions dans le développement de leur voie vers la résilience climatique et de les aider à définir des agendas d'innovation correspondants. Donc, c'est un appel qui a un budget assez conséquent, 30 millions d'euros. Mais là encore, on est sous l'égide, j'allais dire, du Cascading Fund. Donc, un consortium sera sélectionné avec un certain nombre de tâches à accomplir et charge à lui ensuite d'identifier et d'aider une centaine de régions et communautés par rapport à cet objectif, l'objectif de cet appel. Alors, plutôt les objectifs. Quels sont les objectifs? Donc, au-delà du fait qu'il faut, par rapport à cet appel, aider les régions et communautés à aller vers un avenir résilient, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie les aider dans leur stratégie de recherche et d'innovation, à identifier des actions de recherche et d'innovation afin de développer, tester et mettre à l'échelle des solutions systématiques pour augmenter leur résilience climatique locale. Ces voies vers un avenir résilient en fait au changement climatique doivent se traduire par un certain nombre de faits et d'engagements. D'abord des engagements politiques qui visent à préparer le terrain pour la diffusion à grande échelle de solutions et surtout, quand on dit politique, c'est aussi mobilisation de fonds. Donc, il faut avoir en tête ce point. Et puis, c'est l'engagement aussi des citoyens par rapport à cette étape, que ce soit également aussi d'autres parties prenantes, universités, secteur privé, etc.
les activités qui sont attendues dans cet appel. Donc, pour ce topic qui vise à avoir au moins une centaine de régions et communautés à formuler leur vision vers un avenir résilient, à identifier des voies d'adaptation, un plan de financement avec un certain nombre d'innovations en face. Le rôle là, du consortium qui va être sélectionné, c'est de fournir un cadre général, encore une fois, et un soutien sur mesure pour les régions et communautés afin de faciliter leurs besoins par rapport à cet agenda d'innovation que l'on leur demande de dessiner. Le consortium, il est indiqué dans l'appel qu'il doit quand même néanmoins, et c'est d'une manière globale, une attention pour laquelle la Commission est très attachée, c'est de donner la priorité aux régions et aux lieux à forte vulnérabilité ou aux ressources limitées. Le consortium qui sera sélectionné devra inclure un processus et des critères permettant d'identifier les régions et communautés qui ont le plus besoin de ces services. Il va devoir aussi structurer et organiser les sélections des régions et communautés, soutenir donc les régions et communautés dans les différentes étapes de l'élaboration du parcours et de leur agenda d'innovation, collaborer avec des projets déjà financés pour encore une fois aller voir ce qui a déjà été financé en termes de solutions et orchestrer, favoriser les échanges aussi interrégionaux pour apprendre les uns des autres. Les régions et communautés qui bénéficieront de ce soutien et de ce cadre pourront bénéficier d'une subvention de 300 000 €, hein, comme pour l'appel que j'ai précédemment présenté. Il faut avoir en tête que néanmoins le développement des voies régionales vers la résilience climatique qui s'appuie évidemment sur les tendances et les projections climatiques qui auront été faites par les régions, ces voies de développement doivent s'appuyer sur les 10 domaines d'innovation qui ont été présentés par Johanna. C'est la slide avec les carrés, les petits carrés, c'est-à-dire que toutes les solutions que vous devez lister ou avoir en tête par rapport à cet agenda d'innovation que vous devez dessiner, il faut qu'elles trouvent un appui ou comment dire leur source dans ce système communautaire clé. Donc ça va être des solutions en lien avec la gestion de l'eau, des solutions basées sur la nature, des solutions en lien avec les ressources, les terres agricoles par exemple, ou la gestion des terres agricoles. Voilà. Gardez en tête que toutes ces solutions doivent vraiment être attachées à ce système communautaire clé, ce qui n'est quand même pas très difficile parce que le système communautaire clé et toutes les thématiques qui sont rattachées sont assez larges. Évidemment, les régions et communautés qui seront embarqués à cette étape doivent prendre en compte ou comment dire être en phase avec les stratégies régionales de spécialisation intelligente. Le processus de développement des voies d'accès doit être aussi inclusif, on y revient, et engageant, et embarquer toutes les parties prenantes concernées, l'administration publique, le secteur privé, etc. Je me suis risquée à un petit schéma pour essayer de voir un peu la temporalité de cet appel, hein, c'est-à-dire qu'on imagine la clôture étant en avril, que 8 mois plus tard, on a les résultats. Vous savez qu'il y a 5 mois en général entre la publication des résultats plus les 3 mois de contractualisation avant d'arriver au Grant Agreement. Donc, fin 2022, on peut espérer que un projet sera sélectionné, pourra démarrer. Il faudra certainement un temps de préparation pour voir comment justement on va intégrer les régions et communautés qui vont bénéficier de ce soutien pour dessiner leur agenda d'innovation. Et le texte nous dit qu'il va falloir embarquer une centaine de régions les 3 premières années et réparties de manière un peu égale sur les 3 premières années. Donc 33 régions entre 2023 et 2024, 33 autres 2024-2025 et puis le reste entre 2025 et 2026. Donc vous voyez que ça se fait en fait étape par étape, mais il ne faut pas néanmoins, j'allais dire, traîner si vous en êtes à cette étape et regarder de près cet appel. Et l'appel nous dit également que le premier groupe de régions et communautés doit être engagé au plus tard dans les 15 premiers mois suivant le début du projet. Donc ça doit aller quand même assez vite.
Alors, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Alors, que veut dire communauté? Alors, communauté, en fait, Johanna a un tout petit peu expliqué, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça, qui ont été posées d'ailleurs dans un webinaire que la commission a organisé. Globalement, si vous êtes, et nous en France, on a typiquement le cas où nos régions ne correspondent plus aux régions NUTS 2, sauf quelques exceptions comme la Bretagne ou voilà. Mais par communauté, en fait, globalement, c'est un peu tout le reste. C'est-à-dire que si vous êtes vous avez identifié des risques et des vulnérabilités sur un territoire plus petit que celui des régions NUTS 2, ou au contraire plus grand sur actuellement ce qui correspondrait à nos NUTS 1, nos grandes régions, mais vous pouvez participer. Ça peut concerner aussi, si vous êtes une communauté d'agglomération aussi, ou si vous êtes plusieurs îles à avoir des problématiques identiques, etc., vous pouvez aussi postuler. Donc, c'est vraiment très lâche ce terme de communauté, mais justement, ça regroupe tout ce qui n'est pas finalement NUTS 2. L'important, c'est de considérer sur un terrain un certain nombre de risques et de vulnérabilités, qui est une certaine logique à prendre en compte un terrain, et qui est un pilote administratif pour pouvoir déposer un projet ou s'inscrire dans un projet européen. Ça peut être une communauté de communes, ou si la communauté de communes fait une délégation à une autre entité publique, ça peut être elle qui réponde. Mais il faut qu'il y ait un pilote en fait administratif à bord. Après, le découpage territoire et régional est très lâche grâce à ce terme de communauté, en fait. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à dire souvent région. Chez nous, on peut effectivement penser en premier lieu à nos régions administratives, mais si vous êtes un pays, enfin une communauté de communes ou une communauté d'agglomération vous avez déjà travaillé sur ces risques, etc., qu'il y a des choses qui semblent évidentes sur un territoire donné, n'hésitez pas à regarder de près cette mission. Non, cet appel ne vise pas la plateforme d'accompagnement que j'ai citée plus en amont. L'appel qui est dédié à la plateforme d'accompagnement est vraiment une action qui va être gérée par la commission. Donc là, pour le coup, vous ne pouvez pas répondre à cet appel. Vous pourrez en bénéficier si vous êtes embarqué dans la mission à travers un des appels que l'on présente actuellement, mais ce n'est pas celui-ci. Là, on est vraiment on aide les régions à dessiner leur agenda d'innovation par rapport à des risques qu'elles auront identifiés préalablement. Et voilà, donc ce n'est pas la même chose. Cet appel inclut donc aussi du cascading. Oui, voilà, exactement. On est sur le deuxième appel qui inclut du cascade funding. Il y a une main levée. Je ne vois pas qui c'est, mais n'hésitez pas à prendre la parole. Oui, bonjour. Moi, je suis de la Martinique, donc région ultra-périphérique, en plus d'être région française. Les appels que vous présentez aujourd'hui rentrent tout à fait dans les problématiques qu'on peut rencontrer. Mais pour être sûr de bien comprendre, c'est-à-dire que d'un côté, on peut intégrer un consortium. Donc là, en fait, on va vraiment réfléchir aux solutions qui pourront être mises en place. Mais après, ce que je ne comprends pas bien, c'est que sur la deuxième partie, en fait, sur les régions qui vont être aidées, comment ça se fait? En fait, après, c'est le consortium qui va lancer des appels à projets? Alors ça, c'est au choix du consortium qui sera sélectionné. Effectivement, c'est quelque chose qu'il doit préciser dans sa proposition qu'il va déposer. Est-ce qu'il va organiser des appels? Pourquoi pas? Est-ce que ça va être sur dossier? C'est à lui de dessiner cette façon de sélectionner les régions et communautés qui pourront bénéficier du cadre pour justement dessiner leur agenda d'innovation. Charge à lui. D'accord, merci. Je vois pas d'autres questions sur cet appel. Je vous propose qu'on avance. N'hésitez pas, hein. On arrive donc au dernier appel, en tout cas que je vais vous présenter, qui est celui qui est en lien avec l'objectif 3. Donc, c'est un gros appel à 50 millions d'euros. On est sur une action d'innovation. 2 projets seront financés. Et là, on est sur des démonstrateurs à grande échelle de la résilience climatique pour créer de la valeur transfrontalière. Alors, que veut dire
cross-border value, et j'ai vu une question de Nina dans le chat très pertinente à cet égard et qui nous taraude encore, je ne vous le cache pas. Donc c'est un terme d'ailleurs cross-border value qui n'est pas répété dans l'appel, donc aussi étrange que ça puisse paraître. En revanche, on trouve la notion de interrégional. Donc si on regarde l'implementation plan, que dit l'implementation plan par rapport à cette notion de cross-border value qui correspond à l'étape 6? Comme on le sait, avec les risques et les aléas climatiques, il y a forcément des interdépendances entre des territoires. Une inondation, une tempête, ça ne s'arrête pas à une frontière régionale, et donc il est préférable de penser des solutions, des démonstrateurs en collaboration avec des régions concernées par le même risque. Donc interrégional voudrait dire des régions géographiquement proches doivent réfléchir ensemble à des risques qu'elles auraient en commun. C'est un peu ça la notion d'interrégional. Alors mon collègue Benjamin n'a pas tout à fait la même interprétation, et on peut penser que ça soit des régions qui ont des problématiques similaires dans des pays différents, ce qui n'est pas faux. De toute façon, c'est ce que cet appel se focalise sur ce point. Mais il me semble que pour différencier l'étape 6 de l'étape 5, interrégional veut bien dire quand même là une proximité géographique importante à prendre en compte, en tout cas, ou que des régions proches géographiquement qui sont soumises à des risques similaires ont intérêt à travailler ensemble pour déployer des solutions qui leur soient bénéfiques. Ça serait dommage de déployer une solution si vous êtes soumis à des inondations et que dans la région d'à côté, cette solution ait des effets, encore une fois, délétères. Donc pour moi, mais ça sera, j'allais dire, c'est quelque chose, c'est un point un peu sensible sur lequel on n'est pas forcément d'accord, mais c'est pas un point clair non plus dans l'appel. Je pense qu'il va falloir poser la commission lorsqu'elle présentera les appels de cette mission. Et donc la semaine prochaine. Donc, au-delà de ce terme qui peut poser question, en tout cas, l'appel est plutôt, le reste de l'appel est plutôt clair. L'objectif ici, c'est de, j'allais dire, une démonstration systémique d'une société résiliente au changement climatique, donc totalement adaptée aux impacts inévitables du changement climatique d'ici à 2050, basée sur des solutions d'innovation technologique et sociale à grande échelle, donc sur le terrain. Et ces solutions socio-technologiques innovantes en matière de résilience climatique qui vont être mises à l'échelle et largement déployées, elles doivent l'être grâce au jumelage en fait entre des régions pionnières, donc c'est ce que la Commission appelle dans l'appel des frontrunners, donc c'est des régions qui ont une profonde expérience de la résilience climatique, avec des régions moins expérimentées, vulnérables aux mêmes risques et aux impacts climatiques. Et par rapport aux solutions qui vont être déployées ici, évidemment, il faut que les solutions choisies favorisent une transformation sociétale juste. Alors, que nous apprend le scope de l'appel? Ça, il y a un point très intéressant au tout début, c'est qu'il n'y a aucune orientation thématique, en fait. On est en quelque sorte sur ce qu'on pourrait appeler un appel blanc. C'est-à-dire que quel que soit le risque auquel vous êtes soumis, vos vulnérabilités, vous pouvez proposer d'expérimenter sur votre terrain des solutions au regard de ces risques. Mais la Commission n'a pas fléché tel risque, par exemple, sur, elle pourrait dire, là, on s'intéresse plutôt aux régions côtières qui vont rencontrer des risques par rapport à la montée des eaux dans les années à venir. Non, là, quels que soient les risques auxquels vous êtes soumis, inondations, sécheresse, tempêtes, etc., vous pouvez vous inscrire dans cet appel si tant est que vous en soyez, j'allais dire, à ce niveau de réflexion. Les consortia, donc on attend dans un consortia qu'ils incluent au moins une démonstration dans 3 régions situées dans les différents États membres ou associés de l'UE, avec au moins une démonstration dans une région moins développée. Donc, à minima, 2 régions pionnières, en fait, et une région moins expérimentée. Et pour chacune des démonstrations dans les régions pionnières, la proposition doit soutenir la réplication de la démonstration réussie dans au moins 2 régions moins expérimentées. Vous avez toutes ces données dans le texte de l'appel. Alors là, chaussez vos lunettes. Le texte est particulièrement long, mais intéressant. Le texte nous dit que la contribution d'Horizon Europe est destinée
encore une fois agir comme un financement d'amorçage. Ça rejoint ce que je vous ai dit en préambule, c'est-à-dire que cet objectif 3 où on est sur du déploiement de solutions à TRL élevé, c'est quelque chose qui sort quasiment du cadre Horizon Europe. Donc là, vraiment, c'est, j'allais dire, encore une fois, un financement d'amorçage. Et il est demandé un engagement clair. Donc, qu'est-ce que la Commission entend par cet engagement clair? Eh bien, cet engagement doit être exprimé par une lettre de l'autorité régionale qui doit justement indiquer dans cette lettre qu'un financement complémentaire auprès d'autres fonds nationaux et européens pour des investissements visant à accroître la résilience et l'adaptation va être fait. En l'occurrence, la région ou les communautés qui vont s'intéresser à cet appel doivent vraiment faire signer de la part de l'autorité régionale, ou en tout cas s'engager clairement sur le fait que Horizon Europe seul ne contribuera pas au déploiement, ne contribuera pas seul à comment dire, à la transformation vers la résilience climatique. Également, le texte de l'appel précise que le consortium devra déployer un scalability plan, donc je ne sais pas comment on traduit, un plan d'évolution d'extensibilité incluant la diffusion de solutions innovantes, un processus d'engagement, là encore incluant le financement et la gouvernance en n'oubliant personne. On doit aussi rechercher des garanties de non-réversibilité, donc on s'engage fermement sur la durabilité et aussi la continuité des actions après la fin du projet. Donc ça, c'est important. Les propositions doivent s'appuyer sur les connaissances existantes et les solutions d'adaptation conçues et développées dans le cadre de projets précédemment financés. Donc ça, ces solutions, je pense qu'encore une fois, ce sera le rôle de la plateforme MIP de les lister, mais vous pouvez tout à fait aussi en avoir connaissance. Vous voyez que le temps, j'allais dire un peu court quand même de la mission, fait qu'on ne favorise pas effectivement la recherche fondamentale ici pour rechercher des nouvelles solutions. On privilégie d'abord les solutions qui existent pour, encore une fois, les tester sur le terrain parce que trop peu aboutissent justement sur le terrain. Les propositions doivent être cohérentes avec les actions de l'UE et encore une fois en lien avec les stratégies qui vont être élaborées à la fois au niveau national mais aussi au niveau de chaque région considérée. Les projets doivent viser des résultats clairs, perceptibles à court et moyen terme. Et puis là, la durée du projet est précisée, ce n'est pas toujours le cas, mais là, en tous les cas, entre 4 et 5 ans. Et ils doivent fournir ces projets une description détaillée des résultats qui seront en place dès la fin de la 3e année, ainsi qu'un calendrier d'exploitation de l'ensemble des résultats. Donc des choses assez classiques que l'on trouve dans la plupart des appels. Alors, j'en ai terminé là avec cet appel. Je passe en revue les questions. J'espère avoir répondu pour la question de l'engagement. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à prendre la parole. Plus besoin de s'inscrire dans le système communautaire clé. Bah si, puisqu'en fait, les solutions que l'on aura fléchées, elles viendront de là. Celles qui vont être déployées sur le terrain, elles s'appuieront forcément sur le système communautaire clé. Les régions et communautés doivent s'engager à rechercher des fonds complémentaires ou bien ces fonds complémentaires doivent déjà être obtenus avant de soumettre la proposition. De ce que je comprends dans l'appel, ça serait plutôt s'engager à rechercher des financements complémentaires. Quel budget pour cet appel? On est sur un budget de 30 millions d'euros. C'est le plus gros budget, mais c'est normal hein, puisqu'on est sur de la démonstration sur le terrain. S'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas. De toute façon, on prendra un temps à la fin du webinaire pour toute autre question. Je propose qu'on passe à l'appel 2.5 et je me tais. Non. Merci Annabelle. Donc le dernier appel de cette série, qui est un appel donc, de 5 millions d'euros pour financer une action en recherche et innovation, et l'appel qui porte en fait sur le soutien aux régions et aux communautés dans l'engagement significatif
et efficace des citoyens et des parties prenantes dans toutes les phases de la mission. Donc, au contraire des appels qu'on a présentés précédemment, celui-ci, tu l'as déjà évoqué, Annabelle, couvre tous les objectifs de la mission. Comme vous le savez probablement, les missions, quand elles ont été créées, il y avait vraiment cette idée d'être en lien permanent avec les citoyens et de permettre aux citoyens de s'approprier ces grands sujets sociétaux. Et voilà. Donc c'est un peu le but de cet appel-ci, que de permettre aux citoyens d'être finalement impliqués un peu dans toutes les phases de la mission et de s'approprier les différents objectifs et un peu ce que la mission va mettre en place. Donc, comme je le disais, à travers cet appel, finalement, on vise à mettre en place des mécanismes bien établis afin d'engager de manière significative les citoyens et les parties prenantes dans la transformation vers la résilience climatique dans les régions et les communautés participant à la mission. Donc pour cela, des solutions innovantes devront être co-créées grâce à des approches solides pour impliquer les citoyens, les experts, les décideurs politiques, les entrepreneurs, etc. En fait, tout acteur concerné par la mission. Donc, en ce sens, le projet devra donner aux citoyens les moyens de contribuer à la mission dans leur région et dans leur communauté. Le projet devra notamment leur permettre de collecter et d'analyser les données pertinentes, d'agir pour réduire les effets du changement climatique. Et le projet devra, ça c'est assez important aujourd'hui, avoir en tête de limiter finalement l'impact des campagnes de désinformation qui contrarient l'engagement citoyen en faveur de la résilience climatique. Enfin, le projet devra avoir créé une boîte à outils de mécanismes innovants qui peuvent permettre d'engager les citoyens et les parties prenantes et permettre de mieux comprendre les facteurs de succès de ces différents mécanismes. Donc, au niveau des activités qui doivent être mises en place par le consortium, premièrement, ce sera de fournir un soutien direct aux régions et aux communautés en partageant les connaissances pertinentes de l'état de l'art, c'est-à-dire les meilleures pratiques et les innovations émergentes sur la meilleure façon d'engager les citoyens et en fournissant des conseils et un soutien adapté concernant la mise en œuvre des activités d'engagement des citoyens et des parties prenantes. Donc pour cela, les propositions doivent couvrir un large éventail d'approches et de mécanismes d'engagement des parties prenantes, c'est-à-dire la coproduction de l'évaluation de l'impact des risques climatiques, la co-conception, le co-développement, la co-implémentation de solutions innovantes. Deuxièmement, les propositions devront également entreprendre des recherches et tester des solutions innovantes en utilisant les activités d'engagement des citoyens et de la société civile en cours dans certaines régions et communautés comme études de cas. Donc pour cela, les propositions doivent permettre de comprendre comment utiliser au mieux les différentes approches et mécanismes pour engager les citoyens et la société civile dans différents contextes culturels, sociaux, politiques et environnementaux, et comment ces pratiques participatives peuvent être des points de levier pour des interventions plus politiques. Également, les propositions doivent également aider à mieux comprendre le rôle et l'utilisation optimale de l'engagement des citoyens et de la société civile dans les processus de transformation sociétale, tester et expérimenter des approches innovantes. On peut penser par exemple à la plateforme participative comme la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et les propositions doivent identifier et traiter les potentiels de marché et les éléments critiques empêchant une plus grande utilisation des observations des citoyens. Sur ce dernier point, le texte de l'appel cite notamment une feuille de route de l'observation citoyenne qui a été élaborée dans le cadre du projet We Observe d'Horizon 2020, qui a réuni plusieurs projets d'observatoires citoyens pour partager et consolider les connaissances, identifier les meilleures pratiques. Enfin, les propositions doivent assurer des synergies entre la mission et d'autres initiatives d'engagement des citoyens au niveau local, national et européen et partager les connaissances et expériences pertinentes. Au niveau européen, on pense notamment à la conférence sur l'avenir de l'Europe, le pacte climatique, la coalition Education for Climate et le New Bauhaus. Pour cela, les propositions doivent construire des partenariats avec les processus participatifs et délibératifs existants et en tirer des enseignements. Et doivent également assurer la liaison avec des projets antérieurs et en cours. Le texte de l'appel cite notamment l'appel Green Deal 10.3.2 qui visait à permettre aux citoyens d'agir sur le changement climatique et pour le développement durable
par l'éducation, la science citoyenne, les initiatives d'observation et l'engagement civique. Donc toujours pareil, on se base sur l'existant et les propositions doivent coopérer avec les parties prenantes pour lutter donc contre la désinformation, comme je l'évoquais tout à l'heure. Pour cela, le consortium doit donc établir des relations solides avec les partenaires locaux, collaborer avec les autorités nationales, locales, régionales, européennes, des partenaires sociaux, etc. Et l'appel cite que le Centre commun de recherche de la Commission européenne, le JRC, pourra être impliqué dans le consortium. Voilà, un peu pour cet appel-ci. Je ne sais pas si des questions sont passées, mais je crois pas. J'en ai pas vu. Si vous Je avez pense des que celui-là, il est un peu questions. plus clair, peut-être, sur l'engagement citoyen. On laisse 1 ou 2 minutes, enfin 1 minute si vous avez des questions sur cet appel. De toute façon, tu peux passer pendant que tout le monde réfléchit à la slide suivante. De toute façon, c'est très rapidement, parce qu'en fait, on a déjà pas mal parlé. Ce sont donc les Other Actions qui sont à la suite du programme de travail. Donc, comme le disait Annabelle, ce ne sont pas des actions qui vous visent directement. En fait, la première vise clairement l'Agence européenne de l'énergie pour adapter en fait l'outil Climate Adapt, donc un outil existant, pour lui permettre de mieux prendre en compte les objectifs de la mission et les nouvelles nécessités qu'on va devoir y attribuer. Au niveau des procédures de marché public, donc ça sera pour la plateforme, la MIP, la fameuse plateforme pour l'adaptation au changement climatique. Et également, bon, juste pour information, il y aura un forum qui sera mis en place, qui va devoir notamment organiser donc un forum en présentiel début juin, mais on a mis la date sur une slide suivante, et qui sera aussi en charge d'organiser certains forums de discussion, disons d'échange entre différents acteurs, notamment au niveau de l'assurance, etc. Mais c'est quelque chose de très précis. Donc l'appel que j'ai présenté juste avant n'est pas en cascade funding, donc il n'y en a que 2 qui sont en cascade funding. Voilà, donc les fonds seront gérés directement par le consortium. Et sur les appels missions de manière générale, alors j'ai un mail qui s'affichait, les appels font souvent référence au JRC. Est-ce qu'on doit l'impliquer dans le montage ou alors il s'invite automatiquement dans le projet une fois sélectionné? Il ne s'invite pas automatiquement, c'est au consortium de décider s'ils ont besoin de son implication. Donc il est impliqué dans le montage en lui attribuant un rôle spécifique. En général, dans le texte de l'appel, le rôle est déjà plus ou moins, sauf si je me trompe, mais assez bien câblé, assez bien défini en fait. Là où on peut attendre, c'est souvent le JRC a par exemple un outil ou déjà à sa disposition qui peut permettre au consortium voilà, d'aller plus vite dans un certain domaine, etc. Voilà. Je te redonne la parole, Annabelle. Oui, donc sur cette avant-dernière slide, c'est simplement un résumé des 3 objectifs de cette mission avec le ou les étapes par objectif. Et puis, on a ajouté les topics pour que vous puissiez les situer. Donc, 2 topics pour l'objectif 1, 1 pour l'objectif 2 et 1 pour l'objectif 3. Et le dernier présenté par Benjamin qui est transverse à tous les objectifs. Donc, c'est simplement pour que vous puissiez les resituer. Sur cette dernière slide, évidemment, c'est nos mails à toutes et à tous qui sommes impliqués dans cette mission de près ou de loin. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. On vous indique également que la semaine prochaine, la commission fait ce qu'elle appelle un infodé pour toutes les missions. Et en particulier, la mission adaptation aura son webinaire le 19 janvier matin, où seront présentés ces mêmes appels. Donc, des questions auxquelles on n'aurait pas pu vous répondre ce matin, n'hésitez pas à les poser à la commission ou à revenir vers nous ultérieurement pour qu'on puisse se renseigner. Le 21 mars, dans le cadre de la PFUE, sachez qu'il y a une conférence de haut niveau sur l'engagement citoyen dans les missions de l'Union européenne au CESE. Et le 7 juin 2022, c'est l'événement dont vous parlez, Benjamin, le premier forum mission organisé par la Commission européenne. Alors, donc, on en a terminé. Je vois qu'il y a des questions qui ont été publiées juste à l'instant.
Sur les appels, missions, de manière générale, non, GRC, c'est bon. Quelle taille envisager des consortia pour soumettre un projet et avoir des chances? Il n'y a pas de taille en fait, c'est toujours, comment dire, l'idée c'est d'avoir un consortium avec des partenaires où chacun a vraiment un rôle évidemment important et où toutes les tâches sont justifiées en fait. Il faut juste avoir un consortium de partenaires complémentaires avec des rôles complémentaires. Il n'y a pas vraiment D'ailleurs, il n'y a aucun texte qui indique ou qui donne le nombre de partenaires pour un consortium idéal. C'est en fonction de vos objectifs, en fonction de ce que vous aurez dessiné et prévu dans la réponse à l'appel. La mission a-t-elle pour rôle de mettre en relation différents acteurs ou candidats potentiels? Encore une fois, on est dans un appel, on est dans des appels classiques. Donc pour ces appels-là, seuls les PCN ou moi-même qui pouvons avoir vent, j'allais dire, de candidats intéressés par la mission, pouvons éventuellement vous orienter vers eux. Par contre, j'allais dire, une fois que les régions et communautés auront répondu à des appels, seront sélectionnés, là, évidemment, la plateforme MIP, notamment, va favoriser les échanges entre les régions et communautés qui sont embarquées dans la mission. Mais si la question porte sur maintenant, aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Il faut que les choses se mettent en place. Il faut que cette plateforme se mette en place pour pouvoir effectivement organiser des échanges entre régions et communautés qui seront embarquées dans la mission. Peut-on se positionner comme candidat ou partenaire de terrain? J'allais dire oui, mais si vous voulez préciser votre question, je suis preneuse. Je réponds en attendant à la question d'après. Le temps pour monter l'IA transfrontalière est très court, oui. Non, je ne pense pas qu'elle ait des candidats attendus, mais d'une manière générale, les délais sont très courts, oui. Ça, c'est le problème de cet appel où, en fait, la commission veut aller vite, veut des premiers résultats très tôt par rapport à ces missions qui sont très ambitieuses. Et il n'y a pas je ne pense pas qu'elle ait déjà des choses en tête. Est-ce qu'une durée maximale est définie pour les projets? Non, pas de durée maximale, sauf pour un des projets, je crois que j'ai présenté, en l'occurrence celui sur la démonstration, je crois où c'était 4-5 ans. Mais sinon, il n'y a pas de durée maximale. Évidemment, plus vous allongez les délais, plus certainement vous aurez besoin de budget. Donc, il faut être cohérent par rapport au budget. Et encore une fois, la commission attend des résultats quand même assez rapides. Et vous le verrez dans certains textes. Par exemple, notamment pour tous ceux qui sont en cascading funds, il est dit qu'il y a quand même les régions et communautés doivent s'engager dès, par exemple, 10-12 mois après le début du projet. Donc, il y a quand même un peu des échéances dans certains textes de l'appel qui précisent un peu les choses. Donc, voilà. Voilà, je vois plus d'autres questions. Si vous voulez prendre la parole ou pour préciser quelque chose ou pour rebondir sur une réponse imprécise ou qui nécessite de nouveau des commentaires, n'hésitez pas. Il nous reste quelques minutes. Oui, je vois une main levée. Oui, c'est moi qui avais posé la question sur comment marquer son intérêt si on est une municipalité. Et dedans, vous aviez répondu que les mêmes critères s'appliquaient puisqu'on est dans Horizon Europe et qu'il faudrait bien 3 municipalités de 3 pays différents. Oui. Donc vraiment sur la partie cascade, oui, les 60 ou 70% qui seront attribués à une ville, par exemple. Oui. Là, il va falloir qu'à l'avant, cette ville fasse des liaisons avec d'autres pays. Alors, tout dépend de ce que le consortium qui va être sélectionné décide, comment il va vouloir faire en sorte que les régions et communautés participent. C'est là où on n'a pas encore toutes les réponses. Oui, peut-être, mais rien n'est certain. Oui. Et à ce moment-là, ce serait 300 000 € pour le trio de villes ou... Bonne question. OK. Pour moi, je le vois quand même 300 000 quand même pour une région, une communauté, ou voilà, je le vois.
j'imagine pas, mais bon, alors après, je peux me tromper, hein, mais le consortium qui sera sélectionné justement pour faire en sorte que des régions et communautés, par exemple, bénéficient du cadre d'évaluation commun des risques, peut demander à ce que les régions qui sont intéressées suivent les règles classiques d'Horizon Europe et à ce moment-là se mettent ensemble. Mais j'ai un peu de mal quand même à voir ça parce que chaque région et communauté peut avoir, enfin, une région et une communauté peut avoir des risques spécifiques et donc là, il va falloir, même si effectivement, on a quand même globalement des risques communs au niveau européen, mais dans la mesure où c'est écrit 300 000 € / par tierce partie, je pense que c'est quand même par région ou communauté. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Et pas par un consortium. Mais bon, ça, c'est à éclaircir par le consortium qui sera sélectionné. Merci. Alors, le webinaire sur la mission du 19 janvier. Alors là, en fait, il n'y a pas besoin d'inscription, c'est en ligne. On pourra vous redonner le lien quand on vous renverra la présentation, mais globalement, si vous tapez dans un bon moteur de recherche, vous devriez tomber sur la bonne page, mais on vous remettra le lien et il n'y a pas d'inscription. Infrastructure, j'ai bien compris que les réseaux d'eau et d'assainissement seront acceptés pour le call. Tout ce qui est critique par rapport à cet appel et qui peut mettre en péril une région, une ville, une communauté, peut tout à fait être considéré. En l'occurrence, un réseau d'eau, si vous n'avez plus d'eau ou vos citoyens ou vos habitants n'ont plus d'eau, ça peut tout à fait être critique. Donc, ça peut tout à fait entrer dans l'appel. Est-ce que les PME, start-up et entreprises privées sont éligibles pour répondre à ces 5 appels? Oui, en théorie, oui. Voilà, il n'y a pas d'exclusion. Où peut-on avoir plus d'infos sur la conférence française au niveau sur l'engagement du citoyen? Eh bien, il me semble que sur le site de la présidence française, donc il doit y avoir un site dédié, je vous ferai suivre aussi le lien, qui liste en fait tous les événements organisés dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Et voilà, merci beaucoup Claire. Et vous avez tout ça là. C'est parfait. Donc, il y a pas mal d'événements qui sont listés. Oui, alors peut-on répondre à plusieurs AP en même temps? Si vous avez du temps, oui. Mais en fait, il faut pas oublier que derrière, si vous répondez que vous êtes sélectionné sur plusieurs projets, il va bien falloir remplir les objectifs pour lesquels vous vous êtes engagé. Et si vous avez indiqué dans un des appels que vous seriez disponible, je sais pas moi, à 75% de votre temps pour cet appel et à un autre, le même temps, là, vous allez être un peu embêté, quoi. Donc, mais rien n'empêche, vous pouvez répondre si vous avez plusieurs personnes à mettre sur différents projets, c'est tout à fait possible. Mais tout seul, vous, non, peut-être pas, mais voilà, n'hésitez pas il y a plusieurs personnes qui peuvent travailler sur différents projets et répondre à différents appels, c'est tout à fait possible. Certains événements sont labellisés PFUE, oui, en effet. Il y avait des questions, Annabelle, auxquelles tu n'as j'ai pas loupé. répondu. Je Vas-y. peux te les lire si tu veux. Comme tu veux. Les porteurs ou membres d'un consortium doivent avoir une personnalité juridique de quel type? Collectivité, entreprise, université ou EPST, etc. Tout ça, c'est éligible. Et ça peut être l'une ou l'autre de ces personnalités juridiques. Je dirais que par rapport aux appels qui ciblent vraiment, où on attend notamment pour l'appel démonstration, où il est clairement dit que le consortium doit être composé de régions, de communautés, là, c'est peut-être plutôt à la région ou à la communauté ou à une délégation publique missionnée par la région de répondre. Je vois un peu moins bien une entreprise, par exemple. Mais ce qui ne veut pas dire qu'elle ne peut pas faire partie du consortium. Mais voilà. Et quel est le taux de cofinancement de Horizon Europe?
Alors en fait, dans ces appels, encore une fois, il n'y a pas eu de précision sur... vous savez qu'à chaque appel, au tout début, il y a un petit carré qui précise les taux de cofinancement ou qui ne dit rien. Et quand, en l'occurrence, là, il n'y a rien de précisé. Donc si c'est une RIA, c'est 100%. Si c'est une action d'innovation, c'est 100% pour les organismes publics, mais 70% pour les entreprises privées. On est encore une fois dans les règles classiques et les appels là suivent en l'occurrence les règles classiques d'Horizon Europe et il n'y a rien qui contredit ces règles dans les textes des appels qui sont publiés. Je pense qu'on a fait le tour. Eh bien, si on a fait le tour, je vous propose qu'on s'arrête là. N'hésitez pas, encore une fois, on est à votre disposition. Les slides vont être disponibles ainsi que le replay. Alors, laissez-nous un peu de temps de post-production, comme disent mes collègues PCN, et on vous enverra le lien. Et puis, on vous enverra le lien aussi pour la présentation de la commission la semaine prochaine. Je pense qu'on avait mis un lien sur notre page web, la page web du PCN. C'est vrai. Donc, si vous avez l'habitude d'y aller, normalement, dans l'agenda, je crois qu'avant les vacances, on avait mis un lien, donc vous le trouverez, mais on vous fera suivre le lien de toute façon. Je confirme. Voilà. Merci beaucoup.